Yaorana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. La Polynésie française est le troisième pays au monde avec la plus grande proportion d'oiseaux menacés. Sur les 30 espèces endémiques restantes, il y en a 20 qui sont menacées, dont 10 en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, parlons Life Stop Extinction en Polynésie française avec nos invités Caroline Blanc-Villain, coordinatrice du projet Life Stop Extinction. Yorana. Bonjour. Nous avons Chloé Brown qui est du coup chargée de communication de l'association Sop Manu et directrice de l'association Veikua Ite Manu au Uahuka. Hanoi. Nous avons Jean-François Buteau qui est botaniste. Yaorana. Et enfin Fred Jacques qui est chargé de projet de l'association Tuihana Yarana. Yaorana. On va commencer avec toi Chloé, avec la présentation tout simplement de la Sop Manu. Rappelle-nous ce que c'est s'il te plaît. Alors la Sop Manu, c'est une association de protection des oiseaux de Polynésie française dont le but principal, c'est du coup de protéger les oiseaux sauvages, les oiseaux endémiques de Polynésie française en menant différentes actions pour restaurer l'habitat, pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Et donc l'association existe déjà depuis 30 ans. Et donc ça, c'est grâce à des bénévoles. Et ensuite, c'est quelque chose qui a grossi avec le temps et donc ça nous a permis de mener de nombreuses actions pour protéger les oiseaux de Polynésie française. Protéger ces oiseaux, c'est un petit peu le but de l'association Veikua Ite Manu au Uahuka. Oui, exactement. Veikua, du coup, est basé uniquement sur l'île de Uahuka, où on a 7 espèces d'oiseaux endémiques, dont 2 espèces endémiques strictes de l'île de Uahuka, le pihiti, donc le lori ultramarin, en danger critique d'extinction, et le monarchifis, pareil, en danger critique d'extinction. À côté de toi, nous avons du coup Fred, chargé de projet de l'association Tuihana. Rappelle-moi ce que c'est, mais je pense qu'avec juste ton t-shirt et la tiare Pitei, on l'aurait compris, c'est une association de Rayatea. Voilà, c'est une association qui est basée à Rayatea, dont le but c'est de promouvoir, protéger un peu la culture, les cérémonies traditionnelles et aussi la nature, la biodiversité des îles sous le vent, donc du Raromatai. Alors aujourd'hui, on va parler principalement des espèces qui sont endémiques et surtout des oiseaux. Donc Caroline, c'est quoi le projet Life Stop Extinction exactement ? En fait, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, donc cofinancé par l'Union européenne. Et puis aussi, on a un gros financement du Fonds vert, donc de la France via le Fonds vert. Et puis des cofinancements multiples avec la DIREN, etc. Et tous ces moyens vont pour une fois nous permettre d'avoir de la visibilité sur le long terme pour sauver les oiseaux les plus menacés du territoire. Et il y a 5 espèces qui sont en dessous du seuil de 150 individus. Et donc, on a identifié comme étant des espèces prioritaires, celles pour lesquelles il faut agir maintenant et dire stop à l'extinction. Alors, il y en a 5, j'espère que je vais bien les prononcer. Il y aura le monarque de Fatuhiva, le Gallicolombe erythropté, le Turuturu, c'est ça ? Tutururu, le petit lobe de Rapa, le monarque de Tahiti ou le Omamao et le puffin de Rapa. Comment est-ce que ça va se passer justement pour les sauver de l'extinction ? Alors, il faut savoir que ces espèces disparaissent principalement à cause des espèces exotiques envahissantes introduites par l'homme et véhiculées encore actuellement d'île en île par l'homme. Donc, avec 118 îles, on a fort à faire. Et puis, il reste donc quelques petits endroits très isolés où il reste ces espèces. Et donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va essayer de les sortir de l'oubli, que les gens soient conscients qu'ils ont des espèces patrimoniales. On va aussi donc faire des actions concrètes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, quand il faut faire une dératisation, éradiquer les rats sur un motu de Rapa pour sauver le kakikaki, donc le puffin de Rapa. Donc là, on va pouvoir faire une éradication des rats pour pouvoir permettre à ces oiseaux de renicher, parce qu'ils se font manger leurs œufs et leurs poussins par les rats, pour l'instant. Après, il y a des actions de création de populations de sécurité. Pour certaines espèces, en fait, ils sont tellement menacés ou ils sont vraiment dans une zone toute petite, soumise au réchauffement climatique. Et, donc, on va faire des populations de sécurité à côté, dans une autre île que celle où ils sont, ou alors en captivité, quand leur milieu naturel ne leur offre plus aucun répit. On a parlé aussi à un moment donné de dégradation de la flore. Comment est-ce que, je continue du coup avec Jean-François, comment est-ce que ça impacte nos oiseaux endémiques ? Donc les oiseaux endémiques, certains vont manger des fruits de plantes endémiques ou indigènes, donc ça dépend de leur alimentation.
Puis d'autres vont loger, ou la plupart vont quand même loger dans un milieu naturel, avec des plantes particulières dans lesquelles le monarque de Tahiti va préférer par exemple nicher sur le mara, qui est un arbre indigène, très costaud, qui ne bouge pas avec le vent. Donc l'habitat est important pour l'alimentation et le logement, la nidification. Et donc ces milieux naturels sont dégradés par les espèces envahissantes, ça peut être des chèvres, ça peut être des chevaux, des bœufs, ou des plantes envahissantes qui vont étouffer la régénération de ces plantes-là. Donc nous, on agit sur ces espèces envahissantes. On fait par exemple des campagnes de coupe de Myconia pour favoriser un sous-bois diversifié. On replante des espèces locales. Et aujourd'hui, pas que à Tahiti, ceci est fait à Rapa également, dans une certaine mesure aussi à Oahuka, pour refaire de la forêt naturelle dans laquelle habitent ces différents oiseaux. Alors le projet du coup va avoir lieu, donc Livestock Extinction, mais aujourd'hui Chloé, vous faites déjà des actions pour protéger ces oiseaux endémiques menacés sur les différentes îles? Oui. Alors la SOPMANO, faut pas oublier qu'elle agit sur un territoire aussi grand que l'Europe, comme Caroline le disait, 118 îles. Là, les 5 espèces qu'on a citées, c'est des archipels différents, les Marquises, les Gambiers, il y en a un peu partout. Et donc, ces actions-là, elles sont menées depuis très longtemps. Par exemple, le monarque de Tahiti, sur lequel Caroline a travaillé, à sa découverte, il y avait 21 individus. C'est toi qui me diras. Aujourd'hui, on est arrivé à 150, mais c'est un travail de longue haleine. Donc, ce projet-là, il n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé il y a bien plus longtemps. Mais aujourd'hui, c'est le combat qui continue, c'est en ça. fait. C'est un combat qui continue parce que même si on est passé de 20 monarques à 150, il n'est pas sauvé. 150 sur la terre entière, ça reste quand même pas beaucoup, quoi. Bien sûr. Donc oui, il y a des actions qui sont déjà menées auparavant et qui continue aujourd'hui grâce au Livestock Extinction, mais qui devra aussi continuer plus tard. On a parlé de dératisation tout à l'heure sur l'île de Rapa, c'était un exemple, mais est-ce qu'ici sur Tahiti, c'est aussi quelque chose qui est envisageable et qui même était déjà en cours en fait? Il y a des actions de dératisation sur les vallées de Monac, donc sur Papehue, sur Hopa et sur Maruapo. Il y a même des traitements contre la petite fourmi de feu. Peut-être Caroline, tu peux mieux en parler que moi pour le monarque de Tahiti. Je me tourne vers toi, Caroline, du coup. Oui, donc le monarque de Tahiti, en fait, on s'est aperçu, parce qu'il y a la petite fourmi de feu qui se propage partout, que quand elle a l'arrivée dans ces forêts, il partait. Il ne peut pas rester dans les territoires occupés par la fourmi de feu. Et donc là, on a une grosse problématique pour essayer d'empêcher que les humains amènent la fourmi de feu dans les zones, à côté des zones où vivent les monarques. Et surtout au-dessus des zones, parce qu'après, il suffit d'une grosse pluie pour qu'il y ait un radeau avec une reine et toutes ces ouvrières fourmis qui dégoulinent et qui se mettent là où il y a les monarques. Et après, en 4-5 ans, c'est fini. Donc c'est une grosse préoccupation qu'on a, surtout avec l'aménagement actuel de Tahiti. C'est toutes ces maisons qui sont situées au-dessus des vallées, dans les bassins versants, sont des menaces. Si les propriétaires sont pas conscients et sont pas... nous aide pas, en fait, on va perdre un oiseau endémique strict de l'île à cause de ça. Il y a d'autres menaces autres que le rat, on l'a parlé, dératisation, donc le rat est dangereux, la fourmi de feu, la destruction de l'habitat aussi, donc je suppose les humains. Il y a d'autres choses dangereuses pour ces animaux? Bien sûr, il y a aussi les merles et les bulbules, donc le merle des Moluques et le bulbule à ventre rouge, c'est 2 espèces d'oiseaux qui sont très agressifs, qui sont des prédateurs des nids. Et heureusement, on a un réseau de piégeurs bénévoles qui nous aident à les éliminer dans leur jardin. Et ça a réussi, en fait. Grâce à eux, en fait, on est passé d'une croissance globale de la population de monarques de 1% par an à 16% par an depuis qu'on a réussi à éliminer efficacement grâce à ce réseau. D'ailleurs, on cherche toujours des bénévoles pour éviter justement qu'ils prennent trop de place par rapport à ces oiseaux endémiques, je surtout suppose. qu'ils mangent leurs petits dans les nids. Toujours dans cette même idée donc, de solution à apporter pour ces oiseaux endémiques, on se tourne du côté de Fred, on parle aussi de restauration d'habitat, c'est-à-dire? Alors, effectivement, nous menons aussi des actions sur les plateaux Temeani, donc là plus particulièrement le Temeani Rahi, avec l'association Tuyana. Donc pareil, on a des gros problèmes avec 3 plantes envahissantes, exotiques envahissantes. Donc on a une équipe de 2 personnes qui sont chargées depuis plusieurs années maintenant d'arracher à la main et à la baramine ces plantes envahissantes. Après on a essayé de voir si il fallait replanter aussi des espèces endémiques, mais heureusement on est parti du fond du plateau et la végétation arrive est encore assez résiliente et à repousser d'elle-même. Donc on a des zones où qu'on étudie régulièrement la végétation pour voir si les jeunes repoussent ou pas et qu'est-ce qui repousse.
Dans tous ces projets, Chloé, vous impliquez la population, que ce soit cette espèce endémique, par exemple la Tiaria pitei, ou même les oiseaux. Comment est-ce que vous les impliquez? Oui, l'implication des populations locales, elle est obligatoire. Rien ne peut se faire sans eux parce que bien souvent, les zones où on travaille sont des propriétés privées. Donc forcément, il faut l'accord des propriétaires. Et puis, pour qu'un projet réussisse, il faut aussi qu'il y ait l'adhésion de cette population, qu'ils arrivent à s'approprier cette cause-là, qu'ils arrivent à s'approprier ces oiseaux-là, parce que je trouve que ce qu'on oublie aussi, c'est que on est émerveillé par l'éléphant, par la girafe, sauf que nous, on a des oiseaux qui sont beaucoup plus rares que ces espèces-là, et on oublie de le dire, et je pense que c'est parce qu'on se dit, c'est là, donc ça doit être partout, sauf que c'est pas encore assez, la connaissance de nos espèces endémiques, elle est pas assez popularisée, elle est pas assez vulgarisée, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on a des choses rares chez nous. Et nous aussi, les Polynésiens, on est rares. Donc, il faut être fier de ça, mais il faut aussi qu'on s'intéresse un peu plus à la nature. Et donc, oui, forcément, on essaie d'intégrer les populations locales dans des actions de bénévolat, comme les campagnes de bénévoles, de restauration. On fait des interventions dans les écoles pour sensibiliser les plus petits. On fait des réunions publiques. On fait de la télé, comme aujourd'hui, pour essayer d'en toucher un maximum. Ouais. Oui, Fred. Oui, de la même façon, il y en a chaque année une semaine dédiée à la Tiaria pitei, donc la semaine de la Tiaria pitei, et généralement on organisait des concerts gratuits où on faisait passer quelques messages dedans, il ne faut pas l'accueillir, faites attention, restez sur les sentiers, avec des bons gestes à avoir en montagne aussi pour éviter de casser les autres plantes endémiques qui sont aussi rares que la Tiaria pitei. Et là, du coup, en avril, donc c'est généralement en avril, on va avoir aussi une soirée avec une scène artistique ouverte où on va pouvoir aussi promouvoir les artistes donc de Raiatea par exemple, mais aussi de faire de la sensibilisation. Donc Jean-François, l'humain, que ce soit négatif ou positif, c'est le premier acteur pour la préservation des espèces? Clairement. Donc là, personnellement, ou avec l'association Manou, on a fait des campagnes de coupe de myconia de plantes envahissantes en demandant à chaque fois la participation de nombreux bénévoles. Donc là, ça fait une dizaine d'années qu'on le fait, plus de 100 campagnes de coupe, plusieurs milliers de personnes sensibilisées. Donc au tout début, je voulais que la plupart de ces gens-là coupent le plus de myconia possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mal aussi simplement que les gens viennent, même s'ils arrachent que 1 ou 2 myconia, pour se rendre compte de ce qui se passe dans la vallée. Parce que quand on est en bord de mer, on voit la montagne, elle est toujours verte, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le détail. Donc l'aspect sensibilisation a fonctionné très bien à mon sens. Ça fait souvent boule de neige des gens qui ont participé à ces campagnes-là et qui maintenant ont leur propre association de randonneurs, de protecteurs de la nature et qui par eux-mêmes aussi sensibilisent d'autres personnes. Donc ça fonctionnait très bien. On voit avec les bourdons de Moréa par exemple, hein, ça fonctionne bien aussi. Ils font aussi des campagnes d'arrachage, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais. Tant qu'à faire, on va en parler, Jean-François. Comment est-ce qu'il faut faire si on fait une randonnée, qu'on voit du myconia? On peut nous aussi l'arracher directement? Vous pouvez, oui, dans tous les cas, c'est possible de le faire. Après, l'important, c'est de faire ça dans la durée, sur les mêmes endroits. Donc nous, notre prétexte, c'est les 3 vallées où il y a le monarque de Tahiti. C'est pas des milliers d'hectares. Hein. C'est un prétexte. Voilà, mais j'ai mis entre guillemets prétexte, c'est-à-dire on le fait pour cet oiseau-là parce qu'il est vraiment en voie de disparition. C'est vraiment quelque chose d'important à faire pour ces vallées-là. Mais on le fait aussi depuis 10 ans. Tu vois, il faut pas lâcher. Si on lâche, on sait que le myconia va revenir progressivement ou d'autres plantes envahissantes vont s'installer. Et donc il faut tenir sur la durée. Donc si on a un endroit où on va faire la randonnée, qu'on a déjà vu des myconias, on prend juste un couteau, on le coupe, ou il y a une manière bien précise à le faire? Le mieux, c'est d'arracher les plantules, hein, on les met les racines en l'air. Après, les pieds de myconia, les gros pieds qu'on peut pas arracher, on va les scier, nous, à la petite scie à main. Parce qu'au coupe-coupe, souvent les gens n'ont pas l'habitude de le manier, donc vont se blesser. Donc ils le scient à la main, et puis on laisse sur place. Après, il y a des vallées où on va mettre un peu de produit de traitement, mais il ne faut pas que ce soit les vallées où il y a des captages d'eau, etc. Mais pour les gens, je préfère qu'ils utilisent juste l'arrachage à la main et la coupe à la petite scie. Une réaction de la part de Chloé? Ouais, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le truc, c'est qu'il ne faut pas les disséminer encore plus. C'est-à-dire que si tu vas dans une vallée de myconia, quand tu rentres chez toi, enfin déjà avant de monter dans la voiture, tu vérifies tes chaussures, qu'il n'y ait pas de graines de myconia, tu les nettoies. Tu ramènes pas de la petite fourmi de feu parce que tu avais ton pain au chocolat dans ton sac. Tu vois, il y a plein de choses qu'il faut vérifier quand on part en randonnée dans des zones qui sont infestées d'espèces envahissantes. Donc ça, c'est un travail de soi-même à faire avant de repartir. Et comme disait Caroline, ces espèces-là, elles sont disséminées par l'homme. Et donc, c'est notre responsabilité de faire attention à ce qu'on ramène chez soi ou chez les autres. Ou par exemple, la petite fourmi de feu,
C'est les gens qui coupent et qui amènent les déchets verts dans d'autres endroits. Et donc, ces autres endroits-là qui étaient initialement sains sont du coup envahis par la petite fourmi de Se feu. font Ouais. contaminer. Je vois que Fred veut réagir aussi. Oui, c'était par rapport à inciter la population à venir restaurer. Nous, on a un peu une problématique différente sur les plateaux Temeani. La végétation, c'est que de la lande, c'est pas de la forêt, et elle est très fragile, et malheureusement, on peut pas inviter la population à venir nous aider, puisqu'on est obligé de restreindre les équipes à 2 personnes pour éviter justement de piétiner la végétation. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi les touristes qui viennent sur ce plateau à bien rester sur les sentiers et éviter de marcher dans la végétation à côté. Alors, on le voit, il y a plusieurs manières d'aider toutes ces associations dans la préservation de ces espèces endémiques. Caroline, tout à l'heure, tu nous parlais de la création de populations de sécurité. Rappelle-nous ce que c'est rapidement. En fait, c'est une population en plus. Alors, par exemple, dans le cadre du monarque de Fatouiva, ça va être une population de sécurité en captivité, Mhm. en attendant qu'on trouve une solution, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient sensibles à la malaria aviaire, une maladie exotique introduite par les oiseaux et qui se véhicule d'oiseau en oiseau par les moustiques. Donc ça, en attendant qu'on trouve une solution avec l'ILM, qui est un des bénéficiaires du LIFE sur cette problématique, on va essayer de constituer une population en captivité à l'abri des moustiques et puis des prédateurs, chats, rats, qui impactent la population en liberté. Mhm. Et il y a aussi des déplacements de population. Donc, dans le projet Life Stop Extinction, il y a 2 autres populations de sécurité que l'on espère pouvoir créer. D'une part, la Toutourou, qui n'est présente que dans les îles du groupe Actéon. On veut la transférer à Temoé, qui est une autre île indemne de rats. Et ainsi permettre, au cas où il y a une catastrophe naturelle qui s'abat sur le groupe Actéon, ou au cas où des gens arrivent, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur le groupe Actéon. On va avoir peut-être des propriétaires qui vont arriver et qui vont pas savoir qu'ils sont dans une île unique, merveilleuse, où il y a que là qu'il y a la Toutourou. Et donc, on va créer une population à Temoé en espérant donner de la visibilité à cette espèce, que les gens se rendent compte qu'elle n'est présente que là. Et aussi, avoir un instinct de protection. Par exemple, le houpé de Nukuiva, avant, les gens faisaient de la chasse, du braconnage. Ils n'avaient pas conscience que l'espèce n'était présente qu'à Nukuiva. Et le jour où l'association Manu est arrivée et a transporté des oiseaux à Wauka, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec nos oiseaux ? Et là, hop, ils ont arrêté de le chasser parce que, en fait, Ils se sont rendus compte. la création de cette population de sécurité a été autant un succès parce qu'elle a permis d'avoir une population de sécurité. On ne sait jamais s'il y a une maladie qui s'abat à Nukuiva. Au moins, il y a toujours des individus de côté. Voilà. Mais ça a aussi permis aux gens de réaliser, par La le battage richesse. médiatique qu'il y avait autour, que cette espèce, elle était vraiment menacée par leur comportement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que les gens ne s'en rendaient pas compte. Chloé, vous avez eu des personnes qui étaient réticents, justement, et qui disaient peut-être, vous empêchez notre culture ou nos réflexes ou nos habitudes. Pas forcément la culture, mais beaucoup sur les habitudes. C'est beaucoup problématique pour les habitudes parce que certaines personnes, par exemple, couper des arbres, normalement, il faut une autorisation de la mairie, il me semble, et de la DAG. Sauf que ici, on a tellement l'habitude, tu as envie de couper ton arbre, tu le coupes, quoi. Alors qu'en vrai, c'est des choses qui sont réglementées. Dire à quelqu'un de ne plus aller sur le Temihani alors qu'ils avaient l'habitude d'y aller, ça c'est compliqué aussi, j'imagine, Fred. C'est souvent les habitudes, mais les gens se rendent pas compte que du temps de nos ancêtres, ils n'avaient pas ces habitudes-là. Et ils pensent que leurs habitudes, c'est ce qu'on a fait depuis toujours, alors que pas du tout. Et je pense que ça, c'est le fait de dire qu'on a toujours fait comme ça, c'est un fléau. Le fait de penser comme ça, que parce qu'on a toujours fait comme ça, faut rien changer, quoi. Caroline ? Oui, je pense à un fléau particulier aux marquises. C'est tous ces cheptels laissés en liberté. C'est un fléau. Ça empêche la forêt de se régénérer. C'est-à-dire que vous avez Excuse-moi. les chèvres, d'accord, les moutons, les bœufs qui sont Les en chevaux, liberté. ouais. Voilà, les chevaux qui sont en liberté. En fait, on se rend pas compte, mais quand on va dans la forêt, il n'y a plus les bébés arbres. Il n'y a plus que des grands arbres. Et donc, quand ils vont mourir, parce que les arbres, ils ont une durée de vie limitée, Mhm. d'un coup, il n'y aura plus de forêt. C'est ce qui s'est passé. Enfin, peut-être que Jean-François peut rebondir là-dessus, mais Sur Rapa, ouais. c'est terrible. Sur Rapa, sur Eyao, il y a plein d'îles comme ça qui sont suppliciées par ces cheptels laissés à l'abandon. Alors, c'est pratique pour les hommes. C'est des habitudes. Ouais.
Mais c'est une catastrophe. Mais, Jean-François, justement? Ça permet de faire la transition aussi. La transition. Dans le cadre du projet Stop Extinction, on travaille sur Rapa, où il y a 2 espèces qui sont en danger critique d'extinction. L'une des 2, c'est le petit lobe de Rapa, le Oupa de Rapa, qu'on appelle le coco là-bas. Donc lui, il dépend de la forêt naturelle. Et cette forêt naturelle a énormément régressé suite au surpâturage des chèvres, des bœufs et de quelques chevaux. Donc là, dans le projet, on a la mise en place de clôtures, pas pour clôturer les troupeaux, mais pour clôturer le reste de forêt naturelle. Donc ça, on va le faire cette année avec la clôture qui est achetée et qui va être acheminée avec l'aide de l'armée, qui a un hélicoptère aussi sur le bateau. Donc on espère que ça pourra se faire d'ici le mois de mai là-bas. Donc ça, c'est la suite des projets. Et Oui. je suppose, dans toute cette suite de projets pour cette initiative, je vais y arriver, Life Stop Extinction, je suppose, Fred, qu'il y a aussi la sensibilisation, que ce soit, encore une fois, des animaux endémiques, de la faune et la flore endémique, tout simplement. Oui, bah effectivement, on pose de plus en plus de panneaux pour expliquer aux gens qui, par exemple, sur les plateaux téméaniques, il n'y a pas que la Tiare apetaï. On a eu des gros problèmes. On a un pandanus, par exemple, un phara qui est endémique des plateaux. Et on s'est retrouvé avec des centaines d'individus coupés une fois, parce que les gens s'amusaient avec leurs couteaux à couper, alors que c'est une espèce qui n'existe que sur ces plateaux-là, de 300 hectares. Donc on va développer aussi un peu la connaissance sur ces plantes, ces autres plantes qui sont aussi menacées d'extinction. Et puis on peut aussi sensibiliser le public directement avec un événement, Chloé, qui est prévu pour le 15 mars dans le cadre de Life Stop Extinction en Polynésie française. Exactement, donc le samedi 15 mars, à partir de 15h, on organise un événement grand public pour sensibiliser la population aux 5 oiseaux les plus menacés de Polynésie française, donc avec le projet Life Stop Extinction, mais pas seulement, du coup on a invité d'autres associations, Veikwa de Wahuka, Tuihana de Reiatea, on a Pepe Noteora pour la protection des lagons, on a la FAPE, qui viendra nous parler de changement climatique. Les bourdons qu'on a cités tout à l'heure, les bourdons de Moorea pour la pollution plastique, parce que toutes ces problématiques-là impactent aussi nos oiseaux. Donc c'est l'occasion non seulement de leur donner aussi un peu de lumière, mais de rappeler que les oiseaux, il n'y a pas que le rat ou que la petite fourmi de feu. C'est énormément de choses qui peuvent impacter leur survie. Et ça, c'est à nous de réagir, et c'est à nous d'en prendre conscience, et c'est à nous d'agir. Ouais. Une parenthèse rapide, l'association Pepe Noteora, je me tourne vers Jean-François, qui est une association qui s'occupe plutôt de l'environnement marin. Pourquoi cet échange avec cette association? C'est important? Oui, puisque ça fait le lien terre-mer. Donc on travaille à contrôler, limiter des plantes envahissantes qui causent beaucoup d'érosion des sols, parce que souvent elles font de l'ombre importante, donc on n'a aucune végétation qui arrive à se réinstaller en sous-bois, ou sinon le tulipier du Gabon qui, quand il s'effondre parce qu'il y a un peu de vent ou un peu de pluie, va arracher beaucoup de terre. Donc on a beaucoup de terre qui peut arriver à cause de ces plantes envahissantes dans le lagon via la rivière. Donc ça permet de faire le lien entre le milieu terrestre qui a besoin d'être aussi préservé pour préserver le milieu lagonaire. Et toute cette, cette collaboration entre les associations, Fred, c'est quelque chose qui est essentiel, important pour la pérennisation de ces projets? Oui, on s'entraide souvent, que ce soit pour le montage de projets ou même interprojets. On a déjà travaillé ensemble, par exemple sur les plateaux Téméani, il y a le pétrel de Tahiti ou dans d'autres endroits aussi. Donc là-dessus, non, il y a beaucoup d'entraide entre associations. Parlant de pérennisation de tous ces projets, comment est-ce qu'on s'assure que ces actions continuent à vivre, Caroline? Alors justement, le Life Extinction, avec les 6 ans qu'on a de financement, ça va être une bouffée d'oxygène pour nous, parce que d'habitude, on court après la survie de ces oiseaux, mais on n'organise pas leur survie sur le long terme. Et là, donc, ça va être l'occasion pour nous, on espère, de enfin rencontrer certains propriétaires de vallées qu'on n'a pas eu le temps de connaître, parce que c'est terrible, l'indivision. Nous-mêmes, on ne sait pas qui est propriétaire de telle terre, et à chaque fois qu'on a quelqu'un, il va se dire oui, je suis propriétaire, mais est-ce que c'est vraiment le propriétaire? Enfin, déjà, rien que dans les familles, c'est 2 ans de généalogie pour trouver la bonne personne. Donc nous, on va essayer, évidemment, avec nos moyens, de rencontrer le plus possible ces propriétaires et d'organiser ensemble cette sauvegarde. Donc ça, c'est génial de pouvoir travailler avec les propriétaires. On espère mettre, par exemple, une exploitation écotouristique sur Papéoué qui pourrait rapporter de l'argent et aux propriétaires, ou du moins à une association de propriétaires, mais aussi de l'argent durable pour le monarque de Tahiti, parce que son écosystème est perturbé à jamais. Et donc, si on ne fait pas éternellement ces actions de protection des rats sur les oiseaux introduits, de restauration de l'habitat, il va à nouveau disparaître.
Et si on arrive à mettre en place un mécanisme vertueux d'autofinancement, ça peut être aussi des taxes sur les ordures. À partir du moment où on réalise que sauver le monarque, c'est sauver la rivière, c'est sauver le lagon, parce que les apports de terre vont Oui, il y a un lien, empêcher finalement, entre la les deux. régénération du lagon. Le lagon protège l'humain des tsunamis, etc. Enfin, quand on va réussir à expliquer ce lien entre, on est des humains, on fait partie d'un écosystème. Dans les îles, c'est très visible, c'est des petits écosystèmes. Si on arrive à trouver, nous, Polynésiens, une solution ensemble sur ces petits écosystèmes, on pourra même montrer l'exemple au continent en leur disant, ben voilà, on est petits, on a réussi à s'organiser entre nous, on a fait ça, on a réussi. Et Voilà. j'espère que le message est bien passé auprès de notre public. Justement, si vous avez besoin de vous renseigner sur toutes les choses que l'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur les sites manu.pf ou veikua.com, donc représentés aujourd'hui. Nous avons aussi les différentes associations, Tuihana, tout simplement, et les Bourdons de Moorea. Merci à tous et à toutes pour vos différentes actions et vos différents efforts. Et on vous le rappelle, l'événement, ça sera le 15 mars 2025 à 15h au parc Paufei. Vous pouvez le noter directement dans vos agendas. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre Bravo. participation et bon courage pour cette initiative Life Stop Extinction. C'est la fin de notre émission. On se retrouve nous demain. Maururu itotato farerira trahuma parheana.